Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Cette croissance demeure faible et peu inclusive au Cameroun. La gestion des finances publiques est catastrophique, selon une méthode d'évaluation internationale menée avec le concours de l'Union européenne, malgré la cacophonie décriée dans le suivi des projets structurants et l'indiscipline budgétaire. Les pouvoirs publics ont choisi de faire exploser le compteur de la dette globale. Pour la seule année 2017, elle est passée à environ 1700 milliards de francs CFA. Comment comprendre ces nouvelles orientations en pleine crise économique? Pourquoi la croissance tant vantée par les pouvoirs publics est toujours peu inclusive au Cameroun? Pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Pierre Alaka. Bonsoir. Bonsoir Cédric, merci de m'avoir invité. Je précise que vous êtes directeur d'un cabinet spécialisé en conseil fiscal. Vous êtes également analyste financier et vous enseignez dans les universités et les grandes écoles au Cameroun. Il y a eu une conférence élargie de programmation qui s'est tenue au ministère de l'économie. Des experts conviés aux travaux dénoncent le manque de rigueur dans la sélection et la conduite approximative des projets structurants, toutes choses qui retardent le développement au Cameroun. Reportage Emmanuel Diop et Ike Cyril. Un taux de croissance encore estimé entre 5 et 6%. L'émergence annoncée pour 2035 au Cameroun pourrait bien être un leurre. La faute à une mauvaise programmation et une conduite approximative des projets de développement. Quelques lacunes persistent, notamment l'absence de banque de projets structurés au sein des administrations, l'absence de certains éléments de maturité, la mauvaise formulation de certaines activités ou encore l'inadéquation de certaines activités avec les objectifs poursuivis. C'est un constat amer qui implique la réforme du système de programmation à travers des mesures strictes et rigoureuses. Il faut plus de rigueur, plus de discipline dans la sélection de nos projets. Donc, nous pensons que si cette discipline est respectée, nous aurons des taux de croissance plus acceptables. Il existe pourtant au Cameroun un document stratégique pour la croissance et l'emploi, DSCE. Mais puisque sa mise en œuvre fait problème, Yaoundé abrite la conférence élargie de programmation session 2017. Les travaux ont pour toile de fond l'élaboration des cadres de dépenses à moyen terme, CDMT. Le CDMT, c'est essentiellement la mise en œuvre du DSCE. Quasi tous les projets qui sont retenus dans les CDMT sont censés nous permettre d'arriver à une mise en œuvre définitive et efficiente du DSCE, qui est la première phase de la vision. Diverses administrations prennent part aux travaux qui se déroulent sous l'égide du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Optimiser la programmation et la gestion budgétaire pour l'émergence du Cameroun, c'est l'objectif de la conférence. Au Cameroun, les pouvoirs publics se félicitent de la résilience de l'économie du pays, mais vous, Pierre Alaka, vous qui scrutez au quotidien les courbes de croissance, pourquoi elles restent faibles et peu inclusives au Cameroun? Elles restent faibles parce que les politiques mises en place ne correspondent pas à la réalité du terrain, et elles restent non inclusives parce qu'on a observé à la réalité que les petites lueurs qui peuvent apparaître ne profitent qu'à ceux qui ont le pouvoir de diriger, c'est-à-dire ceux qui sont au gouvernement et leurs succédanés. C'est pour cela que le Camerounais du commun ne peut pas se rendre compte qu'il y a eu croissance dans la mesure où son panier quotidien n'a pas changé. Alors que dans la réalité des faits, on peut observer quand même des lueurs d'espoir que donne notre économie, mais au fond, ceux qui sont chargés de la planifier, ceux qui sont chargés de l'exécuter, de l'évaluer, ne sont pas sincères. Et cette absence de sincérité me pousse souvent à dire que le Cameroun peut mieux faire, mais refuse de le faire. Justement, il y a un député lors de cette session parlementaire du mois de juin 2017, le député Jean-Michel Nitieux, qui a estimé que la crise économique que vit le Cameroun n'est pas conjoncturelle,
mais elle est structurelle. Quel est votre diagnostic à ce sujet? Ben, je partage ce point de vue. Si on utilise l'impressionnisme, c'est-à-dire les faisceaux d'indices que nous avons, lesquels? C'est tout un gouvernement en prison, des DG en prison pour détournement de fonds. C'est suffisamment cohérent pour attester que la corruption a dépassé le seuil de la tolérance et par conséquent, quelles que soient les lueurs de nos envolées économiques, il y aura toujours des lenteurs, un peu comme si on donnait une chèvre en tenant la corde. Et c'est ça qui est extrêmement non attrayant pour notre pays, dans la mesure où ce qui est dit est observé, et il y a la preuve de ce que les uns et les autres disent. C'est le cas de ce député SDF, je crois c'est l'honorable Nietzsche, qui s'est interrogé et qui a interrogé le ministre des Finances sur l'absence de l'évolution des données de notre économie, sur l'absence d'une bonne gestion des finances publiques. Et à ce sujet, sur les finances publiques, il y a eu une évaluation de l'administration publique en matière de gestion de ces finances-là, avec le concours de l'Union européenne, et il en ressort que c'est une gestion catastrophique, il y a de nombreux dysfonctionnements. Quels sont ceux que vous avez identifiés dans le cadre de votre travail? D'abord au niveau des recettes, puis au niveau des dépenses. Au niveau des recettes, d'abord, il y a un ralentissement du recouvrement de l'impôt, qui est dû certainement à une administration fiscale tatillonne, peut-être un peu hésitante, pour aborder les questions de techniques fiscales, notamment le contrôle des contribuables. Vous savez, nous sommes dans un système déclaratif, et c'est par le contrôle qu'on évalue si les contribuables ont fait des déclarations à la fois probantes et à la fois sincères. Mais lorsqu'on ralentit l'évolution de ce droit de reprise par l'absence des contrôles fiscaux, il y a un premier problème, on perd des recettes fiscales. Et rien que pour ce motif, il faut le réparer, il faut l'arranger. Maintenant, au niveau des dépenses, il y a une décélération de la dépense publique due à la corruption. Vous savez comment on fait pour gagner un marché public? Non. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on fait? Père Alakalaka, dites-nous. Ben, tout le monde sait qu'il y a des pots de vin. Et lorsqu'on a fini par donner les pots de vin, on gagne le marché. Mais il y a eu tout un ministère des marchés publics, l'agence de régulation des marchés publics également, qui ont été mis en place pour pouvoir mettre fin à ces différents goulots d'étranglement qui profitent aux corrupteurs et aux corrompus. Justement, on a augmenté les goulots d'étranglement en créant tout ça. Au départ, c'était une très bonne idée, mais à l'analyse sur le plan pratique, on se rend compte qu'il y a plutôt une absence de dynamisme qui pourrait accentuer et accélérer cette situation. Et je vous disais qu'il y a la corruption ambiante à tous les niveaux, de sorte que celui qui réussit à obtenir un marché public qui coûte 1 milliard recevra pour ce marché public pratiquement 400 millions. Il y aura 60% qui vont être englués dans le circuit institutionnel de la dépense publique et des marchés publics. En conséquence, on ne doit pas s'étonner que les projets qui sont mis en place n'arrivent pas à leur terme. Et la Chambre des comptes l'avait évoqué pour l'année 2015. Durant les 5 dernières années, entre 2010 et 2015, plus de 5 milliards de francs CFA évaporés dans le cadre des marchés fictifs de gré à gré. Pourquoi cette procédure de marché fictif, des marchés de gré à gré, continue malgré la réglementation qui est en vigueur? Ben parce que c'est elle qui est la plus rapide, la plus satisfaisante et la plus attrayante. Le marché de gré à gré signifie qu'on a fait fi de tout ce dispositif de contrôle qui s'est transformé en dispositif de non-contrôle ou de contrôle orienté. Et donc, le marché de gré à gré, d'abord, il satisfait la famille, il satisfait la belle famille, et puis on avance. Mais les gestionnaires publics estiment que les procédures sont extrêmement longues lorsqu'il faut lancer un appel d'offres international et que le marché de gré à gré peut permettre de sélectionner des structures compétentes et d'aller plus vite pour réaliser des projets de développement. Je suis parfaitement d'accord, mais qu'il faut qu'on arrive à ce résultat. Mais notre problème, c'est que ce résultat recherché n'est pas celui vers lequel on tend. C'est ça la grande difficulté que nous avons. A contrario,
les marchés de gré à gré permettent de résoudre rapidement les problèmes. Si jamais les entreprises dont il s'agit restent des entreprises compétentes, capables de mener à terme ce dont pour lequel elles sont appelées, et en conséquence, ce serait une très bonne chose. En revanche, lorsque des faits contraires se produisent, comme c'est généralement le cas, on peut regretter d'aller vers les marchés de gré à gré, alors qu'on pourrait aller vers les marchés publics normaux, même si là encore, les goulots d'étranglement, comme je l'ai dit, se sont transformés en passe-droit. Justement, mais où sont passés les contrôles budgétaires et le suivi de tous ces marchés publics qui sont inscrits et qui sont des missions assignées à plusieurs organismes publics? Les contrôles budgétaires existent a priori comme a posteriori. Vous avez cité tout à l'heure la Cour des comptes qui est un contrôle budgétaire, un contrôle des comptes de l'État, des comptes budgétaires a posteriori. Mais le véritable problème, c'est que toutes ces institutions n'ont pas la force de leur volonté. Autrement dit, tous les rapports que ces institutions peuvent pondre ne sont pas mis immédiatement en application sur le plan judiciaire, puisqu'il faut que tous ces rapports arrivent d'abord conformément aux textes et lois à la présidente de la République, où généralement ces rapports deviennent tronqués et ne reflètent plus la réalité du contrôle des personnes habilitées. Il y a des contrôles à tous les niveaux. Sur le plan interne, il y a le petit contrôle du comptable matière qui s'est transformé en non-contrôle. Il y a le contrôle même du gestionnaire des crédits. Il y a le contrôle de celui qui s'occupe du paiement, donc de la dépense à la trésorerie ou bien au contrôle financier. Tous ces contrôles existent. Mais comment arrive-t-on très souvent à constater à la fin qu'il y a eu une gestion calamiteuse des fonds publics, de la dépense publique? Parce que simplement, on a créé des conditions pour que la dépense publique ne soit plus une dépense publique, mais qu'elle se transforme en dépense privée. Justement, c'est dans cette gestion opaque des finances publiques que le gouvernement compte en plein milieu d'année 2017 augmenter la dette pour cette année. Initialement, dans la loi des finances qui a été adoptée en décembre 2016, il s'agissait d'avoir une dette d'environ 1000 milliards de francs CFA. Elle vient de passer à 1700 après l'adoption au Parlement d'une loi rectificative. Pierre Alaka, dans quel cas de figure un État peut-il, en plein exercice budgétaire, procéder ou utiliser un tel mécanisme? D'abord, il faut noter que la loi de finances rectificative intervient après la loi de finances ordinaire. Il y en a donc trois: la loi de finances ordinaire, la loi de finances rectificative et la loi de règlement, qui constate les comptes de l'État à l'antépénultième année, c'est-à-dire l'année de N-2 par rapport à l'année de référence. Donc ça, c'est normal. Lorsqu'on a voté un budget, ça a été promulgué par le chef de l'État, on ne peut plus le bouger, parce que c'est un domaine réservé au Parlement. Le gouvernement ne peut jamais s'en accaparer. En revanche, le Parlement peut s'emparer du pouvoir législatif du gouvernement. Et quitte à ce que le gouvernement procède à la délégalisation. C'est un autre sujet. Maintenant, on a respecté le parallélisme des formes qui voudrait que la loi de finances rectificative vienne. Et la loi de finances rectificative intervient pour deux raisons. Soit au courant de l'année, il y a eu un événement où l'État a eu un surplus de recettes. Exemple, le pétrole a chuté dans le marché international. En cours d'année, le baril augmente et on a des surcroîts de recettes qui n'avaient pas été prévus. Pour les constater et les remettre dans le budget de cette année, il faut une loi de finances rectificative. Autre cas de figure? Autre cas de figure, il peut s'avérer que les dépenses prévues ne pourraient pas être financées par le fait de la baisse ou du non-recouvrement de l'impôt. En ce moment, il reste à l'État une possibilité de couvrir ces dépenses prévues dans le budget, c'est l'endettement. Et c'est pour ça que je pense naturellement, le gouvernement s'étant rendu compte que les recettes fiscales prévues ne vont pas être entièrement réalisées, il a certainement pris le taureau par les cornes pour anticiper et obtenir l'autorisation du Parlement de contracter 700 milliards de plus des 1000 milliards qui avaient été prévus. Justement, parmi ces 1700 milliards de francs CFA d'emprunt, il y a
une part importante qui est destinée pour les emprunts non concessionnels. De quoi il s'agit concrètement? Non, mais un emprunt non concessionnel, c'est un emprunt qui obéit aux conditions des banques commerciales. C'est-à-dire, on vous demande une paperasse énorme et les taux d'intérêt sont élevés. Et on a souvent du mal à rembourser les prêts concessionnels. En revanche, et non concessionnels. En revanche, les prêts concessionnels, c'est des prêts qui, dans le marché des capitaux, sont donnés presque sous la forme de dons, dont le taux d'intérêt est très très faible. Et les États, généralement, qui veulent aller plus loin et qui présentent un potentiel économique certain, qui ont un endettement pas très élevé et qui sont susceptibles d'être observés comme des États à moindre risque, et ceux-là ont souvent accès aux prêts concessionnels qui leur permettent d'accélérer leur développement. Alors pour le cas du Cameroun qui se lance dans des emprunts non concessionnels, cela a suscité un tollé à l'Assemblée nationale. Certains députés estiment que les pouvoirs publics sont en train de jeter le pays dans la gueule des prédateurs financiers. Mais comment expliquer cette crainte de la part de certains députés vis-à-vis de cette loi rectificative qui augmente la dette du Cameroun? Les députés ont raison. Je vous ai dit que l'accès aux prêts concessionnels, c'est pour des États potentiellement, dont l'économie est potentiellement bonne. Ça veut dire que si nous, on va vers les prêts non concessionnels, ça signifie que c'est une alerte qui permet aux parlementaires de comprendre que la gestion économique de notre pays présente des carences. Mais le gouvernement estime que notre dette est soutenable. Elle est à peine à 25% selon certains chiffres officiels, et que le Cameroun peut aller, selon la norme CEMAC, jusqu'à 70% de son PIB. Comment comprendre que l'on soit désormais tourné vers les banques commerciales pour financer justement les projets structurants? Le problème n'est pas la soutenabilité de la dette, c'est un faux débat, il faut le reconnaître. Le Cameroun peut s'endetter, un pays peut s'endetter à plus de 200% de son PIB sans que ça gêne qui que ce soit, à condition que le potentiel économique de ce pays soit considéré comme un potentiel lui permettant de rembourser à terme, à moyen, court ou long terme, cette dette-là. Mais si on va vers les prêts non concessionnels, ça veut dire que nous ne présentons plus cette capacité-là. Nous ne présentons plus, nous ne sommes plus dans le cadre de ces ratios qui vont permettre à un pays qui n'est pas dans notre cas d'aller vers l'endettement sans taux d'intérêt élevé. Pierre Alakalaka, il y a également le problème de l'orientation de cette dette. Le gouvernement dit que c'est pour des projets d'infrastructure, des projets structurants qui vont permettre d'améliorer le quotidien des Camerounais, qui vont attirer les investisseurs. Mais lorsqu'on observe tout autour de nous, l'on ne voit pas véritablement ces projets infrastructurels prendre corps dans les délais initiaux qui avaient été indiqués, mais la dette, elle, continue d'augmenter à une vitesse exponentielle. Et c'est là tout le problème. Le problème, c'est sur l'utilisation de la dette. Et c'est véritablement notre problème aujourd'hui dans notre pays. Il n'est pas interdit à un État de contracter des dettes. Ça, j'ai dit, ce débat, je n'entre pas dedans. Or, lorsqu'on regarde le Cameroun est un pays économiquement viable et même fiable. Le Cameroun a un potentiel fiscal énorme, un potentiel économique enviable. Mais le problème, comment est-ce qu'on n'arrive pas à explorer toutes ces richesses-là, théoriques, pour les transformer en richesses faisables? En clair, une inadéquation entre les politiques économiques et, bien sûr, la gestion. La gestion de l'économie. Il y a incompatibilité, il y a inadéquation. Et encore une fois de plus, c'est le problème des hommes. Vous savez, une institution, on a toujours eu à le répéter, quelle qu'elle soit, ne vaut que par les hommes chargés de la mettre en œuvre. Et il semblerait que les politiques, on parle des orientations des projets structurants, de tout ça. Mais il y a une personne qui définit la politique de la nation, c'est le président de la République. Quand le président de la République a défini, le gouvernement suit et applique.
quitte à ce que demain, l'Assemblée évalue dans sa loi de finances de règlement, dans ce qu'on appelle la loi de règlement, qui est une loi d'évaluation de la gestion des finances publiques au cours de N-2. C'est tout. Mais dans notre cas, on a l'impression que quand le président de la République a défini, chaque ministre redéfinit sa propre politique et du coup, il y a chevauchement, il y a contraste, il y a inadéquation et on arrive à ce méli-mélo économique non conventionnel, entre guillemets cette fois-là, qui nous amène à être regardés aux yeux à la fois des agents de notation, des institutions financières internationales et même des amis bilatéraux comme un État dangereux. Justement, il y a aussi des inquiétudes de la part du secteur privé qui a eu des échanges avec la douane camerounaise au sujet au sujet de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique qui entre dans sa 2e année et déjà justement ces entreprises camerounaises qui se plaignent d'une pression fiscale exercée sur elles, mais aussi sur ce problème de compétitivité économique qui va se poser avec l'entrée des produits d'origine européenne. On voit tout cela dans le round-up de l'actualité économique sur le continent africain. C'est dans ce reportage signé Nadine Yambou. Au Cameroun, les dirigeants des petites et moyennes entreprises sont inquiets de l'avenir de leur structure face aux accords de partenariat économique. Ils dénoncent la pression fiscale. Ils sont montés au créneau à la faveur d'une rencontre organisée par la douane à Douala pour dire leur inquiétude et appeler le gouvernement camerounais signataire de ces accords à les rassurer sur les mesures fiscales de compensation. Les douanes, de leur côté, se sont engagées à rationaliser les exonérations accordées en vue de la dépense fiscale. Même si, de leur côté, les entreprises dénoncent toujours les coûts et les délais de passage à la douane. Au Bénin, les réformes économiques engagées par le président Patrice Talon n'arrangent pas du tout des économistes et acteurs de la société civile. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de privatisation sauvage des secteurs clés du pays, notamment le port de Cotonou, véritable poumon économique et la filière du coton. La société civile accuse le président de vouloir accaparer le patrimoine de l'État à son profit. Le gouvernement, pour sa part, se justifie en évoquant un souci de positionner le port de Cotonou comme un modèle de référence dans la sous-région. Cependant, les choix économiques du président Patrice Talon ne font pas du tout l'unanimité. Rappelons que le port de Cotonou représente 80% des recettes fiscales, mais peine toujours à rivaliser avec les ports d'Abidjan, Lagos et de Douala. Son trafic a chuté de 10,5 milliards de tonnes en 2014 à 8,7 milliards en 2016. Le Maroc vient de finaliser son entrée au capital de la BDEAC pour un montant global de 4,52 milliards de francs CFA. Les deux parties ont récemment signé une convention allant dans ce sens. Cette participation du royaume chérifin au sein de l'institution financière revêt deux caractères. Tout d'abord, la détention de 238 actions de catégorie B pour une valeur de 2,38 milliards de francs CFA et une détention d'une part de capital sujet à appel de 2,142 milliards, soit 4,52 milliards de francs CFA. Cet accord est l'ultime étape d'un processus qui a débuté en 2015 avec l'autorisation donnée par la BDEAC d'ouvrir son capital à des entités non membres de la CEMAC. Et toujours dans le chapitre financier, les coûts de transfert d'argent sur le marché africain demeurent plus chers au monde malgré la réduction de 22% effectuée en 2011. C'est ce qu'indique le Fonds international de développement agricole dans son dernier rapport. Les montants que prélèvent les agences de transfert d'argent ne sont pas en dessous de 10% alors que la moyenne mondiale est de 7,4%. L'agence évoque un manque réel de concurrence malgré le fait que les banques panafricaines se soient engagées dans le business de transfert rapide d'argent. Dans son dernier rapport rendu public ce mois de juin 2017, le cabinet Mercer fait savoir que Luanda, la capitale de l'Angola, occupe une nouvelle fois le rang de ville la plus chère dans le monde pour les expatriés. Luanda détient ce record des villes les plus chères ces dernières années. Sa position est notamment influencée par le coût élevé des logements sécurisés pour les expatriés ainsi que celui des produits vendus.
rejoignez à l'instant, vous suivez Tendance économique consacrée à l'analyse des politiques économiques au Cameroun, mais aussi en Afrique centrale. Sur ce plateau, avec nous, le docteur Pierre Alaka Alaka. Il est directeur d'un cabinet spécialisé en conseil fiscal, analyste financier et enseignant dans les universités et les grandes écoles au Cameroun. Justement, quels sont les dangers de cette navigation à vue que vous venez de décrier concernant les politiques économiques, alors qu'on est en pleine crise, avec une crise sécuritaire importante, avec la chute drastique des recettes pétrolières et cette loi rectificative qui intervient à un moment où très peu de Camerounais s'y attendaient? Alors, vous avez demandé les dangers, c'est ça? Justement. Alors, les dangers sont énormes. Le premier danger, c'est qu'on va se retrouver dans les bras de n'importe quel prédateur international. Le FMI, la Banque mondiale et les pays soi-disant partenaires au développement, qui sont en réalité des partenaires au sous-développement. Parce que lorsqu'on regarde depuis les indépendances, on n'a fait que parler des partenaires au développement. Et aujourd'hui, vous me dites que nous allons vers le sous-développement. Pourquoi voulez-vous que je vous croie? Ou que je croie ceux qui parlent de partenaires au développement? On a parlé du FMI. Et le FMI, depuis qu'il est arrivé dans notre pays, on a dit, objectif 5-10 ans, les finances publiques sont stabilisées, l'économie remise sur les rails. Mais là, on est pays pauvre très endetté et on s'achemine vers la destruction totale de notre tissu industriel, justement avec ces APE dont vous faites si opportunément allusion dans votre question, qui font dire à tout le monde aujourd'hui que la pression fiscale est forte. Alors, dans cet état de choses, on a, pendant de nombreuses années, décrié l'idée du gouvernement d'aller vers les accords de partenariat économique, mais on a eu droit à faire face à un gouvernement aveugle, sourd et muet, qui a pensé exactement le contraire, mais on va se rendre compte que non seulement la pression fiscale va s'accentuer, mais aussi le tissu industriel camerounais va disparaître. Mais et dans ce moment, on deviendra un comptoir colonial chargé uniquement d'écouler les produits venant de la mère patrie. Pierre Alaka Alaka, la réponse du gouvernement, c'est un plan directeur d'industrialisation qui a été présenté en début d'année 2017 avec 3 piliers, l'énergie, l'agroalimentaire, mais aussi l'économie numérique. Pensez-vous que cette réponse du gouvernement, cette stratégie peut être une réponse adéquate face à l'invasion des produits d'origine européenne? Je ne connais pas les ratios qui permettent au gouvernement de cibler ce point-là, mais si je parle maintenant en profane, je peux dire que je peux répondre à votre question par la négative. Pourquoi? Parce que, un, il n'y aura pas les hommes pour manipuler et mettre à jour tout ça. 2, parce que ce n'est pas seulement ça qui fait problème. Car, vous savez, le sous-développement, c'est dans la mentalité. Si vous avez une mentalité de sous-développé, même si on vous donne tout l'or du monde, vous serez sous-développé. Et quelle est la mentalité du secteur public et des pouvoirs publics au Cameroun, selon vous? Mais c'est une mentalité de sous-développé. C'est une mentalité de peuple ou de gouvernement soumis. C'est connu. Mais véritablement, c'est connu. Parce que ces accords de partenariat économique, beaucoup de pays les ont refusés. Et de même, on a commencé à parler de la dévaluation du franc CFA. Un pays normal ne peut pas accepter une telle injure, une telle insulte. Notamment un pays comme le Cameroun, qui est économiquement fiable et viable, et dont le potentiel économique et fiscal est à respecter. C'est reconnu de tous. Quand vous parlez d'un pays qui ne réussit pas à équilibrer ses recettes par rapport à ses dépenses, mais c'est dû à quoi? C'est dû à la faiblesse de l'État, dans la mesure où le pétrole dont on a baissé le cours du baril, mais on a continué à exporter le même pétrole qui n'a pas changé, les mêmes quantités, sinon plus, qui n'ont pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le prix qu'on a affecté au baril du brut. Il y avait une modernisation de la Sonara qui était en gestation depuis de nombreuses années pour augmenter davantage la production et raffiner le brut pour la consommation locale. Mais bon, c'est un très bon projet. C'est un excellent projet parce que c'est encore pour dire que ceux qui avaient pensé l'usine de la Sonara en son temps
n'avaient pas vu juste, ou alors ils ont été dupés par la qualité des machines qu'on a implantées chez nous. Parce que je ne pense pas que les Camerounais de l'époque, qui étaient de grands patriotes, auraient pu accepter qu'on installât à la Sonara une usine qui ne serait pas capable de raffiner le brut camerounais. Alors face à Donc, ce... je crois qu'ils ont été berdés. Justement, face à ce marasme économique, quel virage faut-il opérer à présent pour que le Cameroun puisse véritablement se mettre sur les rails de l'émergence et jouer son rôle de moteur de la croissance économique dans la sous-région Afrique centrale, surtout une croissance inclusive? Quel virage faut-il opérer? Un double virage. Premier virage à gauche, avoir notre propre monnaie. Vous n'avez pas de monnaie. Lorsque vous avez des déficits budgétaires à combler, comme c'est le cas, vous aurez recours à l'endettement, au prêt non concessionnel plus grave. Vous aurez affaire au pays ami au FMI pour venir couvrir votre déficit de recettes. Alors que si vous avez votre monnaie, vous mettez la planche à billets et vous gérez. Et vous gérez. Deuxième virage à droite, mettre un terme à la corruption. Et ce n'est pas les moyens qui manquent pour mettre un terme à la corruption. Le premier moyen, c'est de politiser l'administration publique. Nous avons une administration politisée. Et quel est son impact d'une administration politisée sur ses performances en matière de qualité des services? C'est une administration inerte. C'est une administration inerte. Regardez les pays développés. Le gouvernement arrive, un nouveau chef d'État arrive avec ses hommes. S'il part, il part avec ses hommes. Mais l'administration reste. Elle continue à travailler comme si rien n'avait changé. Parce qu'il y a des procédures, il y a des lois, il y a des décrets, il y a des instructions qui sont là. Il faut les mettre en pratique. Je vous assure que nous sommes dans un pays où quelqu'un peut avoir à payer peut-être, je ne sais pas moi, 100 francs d'impôt, mais un coup de fil non identifié vient d'en haut, on vous dit, laissez tomber les 100 francs d'impôt que ce monsieur a payé. Et vous n'avez rien à dire. C'est pas normal. Je prends les impôts parce que c'est mon domaine. Mais il y a d'autres domaines. Mais regardez la justice. Elle est politisée, notre justice. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas faire normalement son travail. Hein, de frein à la corruption ou d'obstacle à l'évolution de la corruption. Ce sont des choses qui doivent être réparées. C'est structurel. Et en un mot, quel sera le rôle du secteur privé, justement, dans ce virage pour le développement du Cameroun? Le secteur privé fera son travail de créateur de richesse, ou de créateur, ou de création d'un mouvement de l'économie vers le progrès. Et le secteur privé répondra à ses obligations juridiques, obligations fiscales, parce que justement l'administration aurait été dépolitisée. Et le secteur privé devra être respecté. On ne dit pas non. Mais ce secteur privé qui doit être respecté doit d'abord être le secteur privé camerounais, constitué de PME et de PMI camerounaises, parce que le secteur privé étranger constitué des entreprises membres des groupes multinationaux n'ont pas pour vocation, par rapport à leur stratégie interne, de payer les impôts dans nos États. C'est connu. Si vous regardez la lettre de cadre du président de la République, vous allez vous rendre compte qu'il a demandé qu'on mette l'accent sur les champs des renseignements en matière fiscale sur le plan international et de mettre l'accent sur la gestion fiscale des puits de transfert. Ça veut dire que cette préoccupation est déjà arrivée à son niveau. Mais si elle arrive à son niveau, est-ce qu'il faut d'abord qu'il demande au ministre des Finances de mettre l'accent sur tel aspect pour qu'il le fasse? C'est son rôle en tant que ministre des Finances, de voir les tâtonnements de l'économie, les tâtonnements des finances publiques, l'absence de recouvrement dans les finances publiques, d'identifier les secteurs et de prendre les décisions appropriées qui existent. Merci, docteur Pierre Alaka Alaka. Je rappelle que vous êtes expert en fiscalité, analyste financier. Vous enseignez également dans les universités et grandes écoles au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique. Dans quel cas de figure un État peut-il, en plein exercice budgétaire, procéder ou utiliser un tel mécanisme? D'abord, il faut noter que la loi de finances rectificative intervient après la loi de finances ordinaire. Il y en a donc 3.
la loi de finances ordinaire, la loi de finances rectificative et la loi de règlement qui constate les comptes de l'État à l'antépénultième année, c'est-à-dire l'année de N-2 par rapport à l'année de référence. Donc ça, c'est normal. Lorsqu'on a voté un budget, ça a été promulgué par le chef de l'État, on ne peut plus le bouger parce que c'est un domaine réservé au Parlement. Le gouvernement ne peut jamais s'en accaparer. En revanche, le Parlement peut s'emparer du pouvoir législatif du gouvernement. Et quitte à ce que le gouvernement procède à la délégalisation. C'est un autre sujet. Maintenant, on a respecté le parallélisme des formes qui voudrait que la loi de finances rectificative vienne. Et la loi de finances rectificative intervient pour deux raisons. Soit au courant de l'année, il y a eu un événement où l'État a eu un surplus de recettes. Exemple, le pétrole a chuté dans le marché international. En cours d'année, le baril augmente et on a des surcroîts de recettes qui n'avaient pas été prévus. Pour les constater et les remettre dans le budget de cette année, il faut une loi de finances rectificative. Autre cas de figure? Autre cas de figure, il peut s'avérer que les dépenses prévues ne pourraient pas être financées par le fait de la baisse ou du non-recouvrement de l'impôt. En ce moment, il reste à l'État une possibilité de couvrir ces dépenses prévues dans le budget, c'est l'endettement. Et c'est pour ça que je pense naturellement, le gouvernement s'étant rendu compte que les recettes fiscales prévues ne vont pas être entièrement réalisées, il a certainement pris le taureau par les cornes pour anticiper et obtenir l'autorisation du Parlement de contracter 700 milliards de plus des 1000 milliards qui avaient été prévus. Justement, parmi ces 1700 milliards de francs CFA d'emprunt, il y a une part importante qui est destinée pour les emprunts non concessionnels. De quoi il s'agit concrètement? Non, mais un emprunt non concessionnel, c'est un emprunt qui obéit aux conditions des banques commerciales. C'est-à-dire, on vous demande une paperasse énorme et les taux d'intérêt sont élevés. Et on a souvent du mal à rembourser les prêts concessionnels. En revanche, et non concessionnels. En revanche, les prêts concessionnels, c'est des prêts qui, dans le marché des capitaux, sont donnés presque sous la forme de dons, dont le taux d'intérêt est très très faible. Et les États, généralement, qui veulent aller plus loin et qui présentent un potentiel économique certain, qui ont un endettement pas très élevé et qui sont susceptibles d'être observés comme des États à moindre risque, et ceux-là ont souvent accès aux prêts concessionnels qui leur permettent d'accélérer leur développement. Alors pour le cas du Cameroun qui se lance dans des emprunts non concessionnels, cela a suscité un tollé à l'Assemblée nationale. Certains députés estiment que les pouvoirs publics sont en train de jeter le pays dans la gueule des prédateurs financiers. Mais comment expliquer cette crainte de la part de certains députés vis-à-vis de cette loi rectificative qui augmente la dette du Cameroun? Les députés ont raison. Je vous ai dit que l'accès aux prêts concessionnels, c'est pour des États potentiellement, dont l'économie est potentiellement bonne. Ça veut dire que si nous, on va vers les prêts non concessionnels, ça signifie que c'est une alerte qui permet aux parlementaires de comprendre que la gestion économique de notre pays, pratiquement 400 millions, il y aura 60% qui vont être englués dans le circuit institutionnel de la dépense publique et des marchés publics. En conséquence, on ne doit pas s'étonner que les projets qui sont mis en place n'arrivent pas à leur terme. Et la Chambre des comptes l'avait évoqué pour l'année 2015. Durant les 5 dernières années, entre 2010 et 2015, plus de 5 milliards de francs CFA évaporés dans le cadre des marchés fictifs de gré à gré. Pourquoi cette procédure de marché fictif, des marchés de gré à gré, continue malgré la réglementation qui est en vigueur? Parce que c'est elle qui est la plus rapide, la plus satisfaisante et la plus attrayante. Le marché de gré à gré signifie qu'on a fait fi de tout ce dispositif de contrôle qui s'est transformé en dispositif de non-contrôle ou de contrôle orienté.
Et donc, le marché de gré à gré, d'abord, il satisfait la famille, il satisfait la belle famille, et puis on avance. Mais les gestionnaires publics estiment que les procédures sont extrêmement longues lorsqu'il faut lancer un appel d'offres international et que le marché de gré à gré peut permettre de sélectionner des structures compétentes et d'aller plus vite pour réaliser des projets de développement. Je suis parfaitement d'accord, mais qu'il faut qu'on arrive à ce résultat. Mais notre problème, c'est que ce résultat recherché n'est pas celui vers lequel on tend. C'est ça la grande difficulté que nous avons. A contrario, les marchés de gré à gré permettent de résoudre rapidement les problèmes. Si jamais les entreprises dont il s'agit restent des entreprises compétentes, capables de mener à terme ce dont pour lequel elles sont appelées, et en conséquence, ce serait une très bonne chose. En revanche, lorsque des faits contraires se produisent, comme c'est généralement le cas, on peut regretter d'aller vers les marchés de gré à gré, alors qu'on pourrait aller vers les marchés publics normaux, même si là encore, les goulots d'étranglement, comme je l'ai dit, se sont transformés en passe-droit. Justement, mais où sont passés les contrôles budgétaires et le suivi de tous ces marchés publics qui sont inscrits et qui sont des missions assignées à plusieurs organismes publics? Les contrôles budgétaires existent a priori comme a posteriori. Vous avez cité tout à l'heure la Cour des comptes qui est un contrôle budgétaire, un contrôle des comptes de l'État, des comptes budgétaires a posteriori. Mais le véritable problème, c'est que toutes ces institutions n'ont pas la force de leur volonté. Autrement dit, tous les rapports que ces institutions peuvent pondre ne sont pas mis immédiatement en application sur le plan judiciaire, puisqu'il faut que tous ces rapports arrivent d'abord conformément aux textes et lois à la présidente de la République, où généralement ces rapports deviennent tronqués et ne reflètent plus la réalité du contrôle des personnes habilitées. Il y a des contrôles à tous les niveaux. Sur le plan interne, il y a le petit contrôle du comptable matière qui s'est transformé en non-contrôle. Il y a le contrôle même du gestionnaire de crédit. Il y a le contrôle de celui qui s'occupe du paiement, donc de la dépense à la trésorerie ou bien au contrôle financier. Tous ces contrôles existent. Mais comment arrive-t-on très souvent à constater à la fin qu'il y a eu une gestion calamiteuse des fonds publics, de la dépense publique? Parce que simplement, on a créé des conditions pour que la dépense publique ne soit plus une dépense publique, mais qu'elle se transforme en dépense privée. Justement, c'est dans cette gestion opaque des finances publiques que le gouvernement compte en plein milieu d'année 2017 augmenter la dette pour cette année. Initialement, dans la loi des finances qui a été adoptée en décembre 2016, il s'agissait d'avoir une dette d'environ 1000 milliards de francs CFA. Elle vient de passer à 1700 après l'adoption au Parlement d'une loi rectificative. Pierre Alakala. Qui ont le pouvoir de diriger, c'est-à-dire ceux qui sont au gouvernement et leurs succédanés. C'est pour cela que le Camerounais du commun ne peut pas se rendre compte qu'il y a eu croissance dans la mesure où son panier quotidien n'a pas changé. Alors que dans la réalité des faits, on peut observer quand même des lueurs d'espoir que donne notre économie, mais au fond, ceux qui sont chargés de la planifier, ceux qui sont chargés de l'exécuter, de l'évaluer, ne sont pas sincères. Et cette absence de sincérité me pousse souvent à dire que le Cameroun peut mieux faire, mais refuse de le faire. Justement, il y a un député lors de cette session parlementaire du mois de juin 2017, le député Jean-Michel Nitieux, qui a estimé que la crise économique que vit le Cameroun n'est pas conjoncturelle, mais elle est structurelle. Quel est votre diagnostic à ce sujet? Je partage ce point de vue. Si on utilise l'impressionnisme, c'est-à-dire les faisceaux d'indices que nous avons. Lesquels? C'est tout un gouvernement en prison, des DG en prison pour détournement de fonds. C'est suffisamment cohérent pour attester que la corruption a dépassé le seuil de la tolérance et par conséquent, quelles que soient les lueurs de nos envolées économiques, il y aura toujours des lenteurs, un peu comme si on donnait une chèvre en tenant la corde. Et c'est ça qui est extrêmement non attrayant pour notre pays, dans la mesure où ce qui est dit est observé et il y a la preuve
de ce que les uns et les autres disent. C'est le cas de ce député SDF, je crois, c'est l'honorable Nietzsche, qui s'est interrogé et qui a interrogé le ministre des Finances sur l'absence de l'évolution des données de notre économie, sur l'absence d'une bonne gestion des finances publiques. Et à ce sujet, sur les finances publiques, il y a eu une évaluation de l'administration publique en matière de gestion de ces finances-là, avec le concours de l'Union européenne, et il en ressort que c'est une gestion catastrophique, qu'il y a de nombreux dysfonctionnements. Quels sont ceux que vous avez identifiés dans le cadre de votre travail? D'abord au niveau des recettes, puis au niveau des dépenses. Au niveau des recettes, d'abord, il y a un ralentissement du recouvrement de l'impôt, qui est dû certainement à une administration fiscale tatillonne, peut-être un peu hésitante pour aborder les questions de techniques fiscales, notamment le contrôle des contribuables. Vous savez, nous sommes dans un système déclaratif et c'est par le contrôle qu'on évalue si les contribuables ont fait des déclarations à la fois probantes et à la fois sincères. Mais lorsqu'on ralentit l'évolution de ce droit de reprise par l'absence des contrôles fiscaux, il y a un premier problème, on perd des recettes fiscales. Et rien que pour ce motif, il faut le réparer, il faut l'arranger. Maintenant, au niveau des dépenses, il y a une décélération de la dépense publique due à la corruption. Vous savez comment on fait pour gagner un marché public? Non. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on fait? Père Alakalaka, dites-nous. Ben, tout le monde sait qu'il y a des pots de vin. Et lorsqu'on a fini par donner les pots de vin, on gagne le marché. Mais il y a eu tout un ministère des marchés publics, l'agence de régulation des marchés publics également, qui ont été mis en place pour pouvoir mettre fin à ces différents goulots d'étranglement qui profitent aux corrupteurs et aux corrompus. Justement, on a augmenté les goulots d'étranglement en créant tout ça. Au départ, c'était une très bonne idée, mais à l'analyse sur le plan pratique, on se rend compte qu'il y a plutôt une absence de dynamisme qui pourrait accentuer et accélérer cette situation. Et je vous disais qu'il y a la corruption ambiante à tous les niveaux, de sorte que celui qui réussit à obtenir un marché public qui coûte 1 milliard recevra pour ce marché public présente des carences. Mais le gouvernement estime que notre dette est soutenable. Elle est à peine à 25% selon certains chiffres officiels, et que le Cameroun peut aller, selon la norme CEMAC, jusqu'à 70% de son PIB. Comment comprendre que l'on soit désormais tourné vers les banques commerciales pour financer justement les projets structurants? Le problème n'est pas la soutenabilité de la dette, c'est un faux débat, il faut le reconnaître. Le Cameroun peut s'endetter, un pays peut s'endetter à plus de 200% de son PIB sans que ça gêne qui que ce soit, à condition que le potentiel économique de ce pays soit considéré comme un potentiel lui permettant de rembourser à terme, à moyen, court ou long terme, cette dette-là. Mais si on va vers les prêts non concessionnels, ça veut dire que nous ne présentons plus cette capacité-là. Nous ne présentons plus, nous ne sommes plus dans le cadre de ces ratios qui vont permettre à un pays qui n'est pas dans notre cas d'aller vers l'endettement sans taux d'intérêt élevé. Pierre Alakalaka, il y a également le problème de l'orientation de cette dette. Le gouvernement dit que c'est pour des projets d'infrastructure, des projets structurants qui vont permettre d'améliorer le quotidien des Camerounais, qui vont attirer les investisseurs. Mais lorsqu'on observe tout autour de nous, l'on ne voit pas véritablement ces projets infrastructurels prendre corps dans les délais initiaux qui avaient été indiqués, mais la dette, elle, continue d'augmenter à une vitesse exponentielle. Et c'est là tout le problème. Le problème, c'est sur l'utilisation de la dette. Et c'est véritablement notre problème aujourd'hui dans notre pays. Il n'est pas interdit à un État de contracter des dettes. Ça, j'ai dit, ce débat, je n'entre pas dedans. Or, lorsqu'on regarde le Cameroun est un pays économiquement viable et même fiable. Le Cameroun a un potentiel fiscal énorme, un potentiel économique enviable. Mais le problème, comment est-ce qu'on n'arrive pas à explorer toutes ces richesses-là, théoriques, pour les transformer en richesses faisables?
En clair, une inadéquation entre les politiques économiques et, bien sûr, la gestion. La gestion de l'économie. Il y a incompatibilité, il y a inadéquation. Et encore une fois de plus, c'est le problème des hommes. Vous savez, une institution, on a toujours dû le répéter, quelle qu'elle soit, ne vaut que par les hommes chargés de la mettre en œuvre. Et il semblerait que les politiques, on parle des orientations, des projets structurants, de tout ça. Mais il y a une personne qui définit la politique de la nation, c'est le président de la République. Quand le président de la République a défini, le gouvernement suit et applique, quitte à ce que demain, l'Assemblée évalue dans sa loi de finances de règlement, dans ce qu'on appelle la loi de règlement, qui est une loi d'évaluation de la gestion des finances publiques au cours de N-2. C'est tout. Mais dans notre cas, on a l'impression que quand le président de la République a défini, chaque ministre redéfinit sa propre politique et du coup, il y a chevauchement, il y a contraste, il y a inadéquation et on arrive à ce méli-mélo économique non conventionnel, entre guillemets cette fois-là, qui nous amène à être regardés aux yeux à la fois des agents de notation, des institutions financières internationales et même des amis bilatéraux comme un État dangereux. Justement, il y a aussi des inquiétudes de la part du secteur privé qui a eu des échanges avec la douane camerounaise au sujet au sujet de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique qui entre dans sa 2e année et déjà justement ces entreprises camerounaises qui se plaignent d'une pression fiscale exercée sur elles mais aussi sur ce problème de compétitivité. Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Cette croissance demeure faible et peu inclusive au Cameroun. La gestion des finances publiques est catastrophique selon une méthode d'évaluation internationale menée avec le concours de l'Union européenne, malgré la cacophonie décriée dans le suivi des projets structurants et l'indiscipline budgétaire. Les pouvoirs publics ont choisi de faire exploser le compteur de la dette globale. Pour la seule année 2017, elle est passée à environ 1700 milliards de francs CFA. Comment comprendre ces nouvelles orientations en pleine crise économique? Pourquoi la croissance tant vantée par les pouvoirs publics est toujours peu inclusive au Cameroun? Pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Pierre Alaka. Bonsoir. Bonsoir Cédric, merci de m'avoir invité. Je précise que vous êtes directeur d'un cabinet spécialisé en conseil fiscal. Vous êtes également analyste financier et vous enseignez dans les universités et les grandes écoles au Cameroun. Il y a eu une conférence élargie de programmation qui s'est tenue au ministère de l'économie. Des experts conviés aux travaux dénoncent le manque de rigueur dans la sélection et la conduite approximative des projets structurants, toutes choses qui retardent le développement au Cameroun. Reportage Emmanuel Diop et Ike Cyril. Un taux de croissance encore estimé entre 5 et 6%. L'émergence annoncée pour 2035 au Cameroun pourrait bien être un leurre. La faute à une mauvaise programmation et une conduite approximative des projets de développement. Quelques lacunes persistent, notamment l'absence de banque de projets structurés au sein des administrations, l'absence de certains éléments de maturité, la mauvaise formulation de certaines activités ou encore l'inadéquation de certaines activités avec les objectifs poursuivis. C'est un constat amer qui implique la réforme du système de programmation à travers des mesures strictes et rigoureuses. Il faut plus de rigueur, plus de discipline dans la sélection de nos projets. Donc, nous pensons que si cette discipline est respectée, nous aurons des taux de croissance plus acceptables. Il existe pourtant au Cameroun un document stratégique pour la croissance et l'emploi, DSCE. Mais puisque sa mise en œuvre fait problème, Yaoundé abrite la conférence élargie de programmation session 2017. Les travaux ont pour toile de fond l'élaboration des cadres de dépenses à moyen terme, CDMT. Le CDMT, c'est essentiellement la mise en œuvre du DSCE. Quasi tous les projets qui sont
retenues dans les CDMT sont censées nous permettre d'arriver à une mise en œuvre définitive et efficiente du DSE, qui est la première phase de la vision. Diverses administrations prennent part aux travaux qui se déroulent sous l'égide du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Optimiser la programmation et la gestion budgétaire pour l'émergence du Cameroun, c'est l'objectif de la conférence. Au Cameroun, les pouvoirs publics se félicitent de la résilience de l'économie du pays, mais vous, Pierre Alaka, vous qui scrutez au quotidien les courbes de croissance, pourquoi elles restent faibles et peu inclusives au Cameroun? Elles restent faibles parce que les politiques mises en place ne correspondent pas à la réalité du terrain, et elles restent non inclusives parce qu'on a observé à la réalité que les petites lueurs qui peuvent apparaître ne profitent qu'à ceux